J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Charles Roberge, qui vient d'écrire « Nous habitions la terre sacrée, la saga d'œufs d'or ». Charles Roberge, bonjour. Bonjour. C'est difficile de vous présenter parce que vous avez fait plusieurs choses et vous faites encore plusieurs choses. D'abord, je voudrais dire, vous êtes un résident de Saint-Aimé-des-Lacs. Oui. Vous êtes reconnu comme un militant dans la région. Par les différents mandats que vous avez assumés, les différents gestes que vous avez posés, vous êtes à la source là, de la protection du territoire charlevoisien, que ce soit les Grands Jardins, que ce soit le parc des Hautes-Gorges ou encore, tout plus récemment, mais encore la randonnée de Charlevoix que vous avez créée à l'époque. La traversée de Charlevoix. Oui, la traversée de Charlevoix. Vous êtes donc un amoureux de Charlevoix, un amoureux de ses paysages, et je trouve que vous avez, par rapport à votre parcours qui est multiple, beaucoup de ressemblances avec ce œuf d'or Fortin que l'on présente. Bien, maintenant que vous le dites, c'est drôle, ça ne m'avait jamais frappé, mais oui, peut-être que les gens qui se ressemblent un peu, qui ont des affinités, bien, finalement, finissent par se retrouver dans leur chemin de vie. Oui, moi, c'est arrivé un peu comme ça. Oui, j'ai touché à différentes choses. En plus des dossiers dont vous avez parlé, bien, j'ai été très impliqué aussi dans la création du parc marin. C'est moi qui étais à la base de la vous coalition avez été à pour le Tourisme Charlevoix également. Oui, pendant 15 ans, comme agent de développement. C'est ça qui me fait un peu toucher à différentes choses. C'est comme ça que j'ai connu œuf d'or, d'ailleurs. Parce que vous partagiez avec lui l'amour de la montagne. Oui, tout à fait. L'amour des paysages. Oui. Comment on tombe en amour avec une montagne? Bien, en la regardant, je vous dirais, en l'appréciant, en voyant à quel point aussi, si on se laisse un peu toucher, oui, elle peut nous inspirer. Puis à ce moment-là, ça peut être de différentes façons. Nous inspirer pour avoir une philosophie de vie différente, nous inspirer pour faire des peintures, nous inspirer pour écrire un livre, etc. Moi, je trouve que les montagnes de Charlevoix ont ceci de particulier, c'est qu'elles sont extrêmement anciennes, puis elles sont encore là. Donc, il y a, d'après moi, avec le temps, comme un esprit qui se crée. Puis, dans la mesure où on veut bien s'asseoir puis prendre le temps, cet esprit-là, on peut quasiment lui toucher. La montagne vous inspire depuis longtemps. Oui. Comment œuf d'or, à travers ça, vous inspirez également? C'est quoi comme deuxième source d'inspiration pour ce livre? Bien, je vous dirais, œuf d'or, moi, ça faisait une quinzaine d'années que je restais par ici. J'avais commencé un mandat avec l'Association touristique de Charlevoix comme agent de développement. Puis, à ce moment-là, l'idée, c'était de faire un plan de développement. Parce qu'avant ça, Charlevoix n'avait jamais eu... Il y avait des entreprises, etc., mais il n'y avait pas véritablement, d'abord, une vision claire. On s'en va où? Oui, on s'en va où, puis etc. Donc, il fallait rencontrer les différents intervenants. Moi, j'avais rencontré œuf d'or, puis à ce moment-là, curieusement, il travaillait pour des gens de Montréal, la Fédération québécoise de la montagne. Oui. Puis... au tout début là, de la traversée de Charlevoix. Oui, au tout début. Mais là, disons, ça faisait 5-6 ans que la traversée existait. Mais ça s'appelait encore... Bien, c'est un nom qu'il avait donné, mais il n'y avait pas de forme légale ou quoi que ce soit. Moi, j'avais rencontré œuf d'or, puis là, ça m'avait fait réfléchir. Je l'avais rappelé après ça, puis j'avais dit, Monsieur œuf d'or, j'ai dit, je ne comprends pas votre affaire. Vous avez touché à 100 métiers, vous avez toujours eu un goût pour la liberté. Oui. Puis là, vous travaillez pour du monde de Montréal, puis à tout moment que vous avez besoin d'une scie mécanique ou de prendre une décision, il faut que vous appeliez les boss de Montréal. Je dis, à cause, je vais dire comme on dit par ici, à cause vous ne créez pas une entreprise sans but lucratif, c'est là, une organisation. Et ça, c'est un modèle que vous aviez déjà fait au parc des Hautes-Gorges. Créer un organisme pour protéger le territoire en attendant qu'il soit reconnu officiellement. Oui. Donc, c'est là que le militant que vous êtes rejoignait œuf d'or? Oui, mais je vous dirais que ça pensait ça bien plus tôt que ça. Moi, quand j'avais 19-20 ans, j'ai parti la première coopérative d'alimentation naturelle au Québec, qui s'appelait le CRAC. Donc, oui, sur la rue Saint-Jean à Québec. Oui, bon, mais CRAC, ça veut dire
centre de recherche alimentaire du coin. Donc, c'est moi qui avais écrit la charte. Donc, puis après ça, on a créé un entrepôt coopératif, etc. Donc, moi... vous avez rencontré Eudore. Oui. Vous avez donc, puis on voit que vous aviez des atomes crochus Oui. Dès le départ, puis Oui. vous en témoignez là, dans le livre que vous avez écrit. Oui. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment cette rencontre-là vous a amené à écrire une version romancée de sa vie où la montagne prend une dimension sacrée? Bien, tu sais, il y a plusieurs volets dans votre question. D'abord, Oui, comment cette rencontre-là crée l'inspiration pour dire cet homme-là, comme moi, est inspiré par le même objet, là, le sacré de la montagne? Oui, mais je vous dirais que c'est une fréquentation longue d'Eudore. Parce que moi, quand j'ai rencontré Eudore, il n'était pas question de faire de livres, pas du tout à l'époque. Bien sûr, bien sûr. Puis, ça fait partie de vos nombreux talents que vous exploitez, là. Mais à l'époque, vous n'étiez pas un auteur. Oui et non. C'est curieux qu'on le dise parce que quand j'avais 18 ans, avant même que je fondais le CRAC, j'avais écrit des livres à cette époque-là. Des livres d'histoire, des livres de vos voyages? Pas du tout. Non? Pas du tout. J'avais pas voyagé. C'est votre histoire de voyage en Mongolie? Non, j'avais écrit 2 recueils de poésie, 2 romans, puis tout ça, quand je suis arrivé à Saint-Aimé-des-Lacs, a passé au feu. Donc, moi... Qui n'était pas publié? Pas publié. C'était tout écrit à la main. J'avais tout écrit ça à la main. Donc, pendant 30 ans, j'avais comme une espèce de blessure. Tu sais, là, on se blesse à la main, là, on se brûle, puis ça Il reste des cicatrices. Ça continue à certains moments, des fois, hop, notre main nous chauffe, tu sais, là. Même si la brûlure... Bien, moi, c'était un peu ça. Donc, votre plume d'écrivain vous chauffait? Oui, c'est ça. Puis ça me manquait d'une certaine façon. Puis quand arrivait, supposons, la fête d'Eudore, là, ma blonde me disait « Ah, envoyez donc un petit mois d'or. » Puis là, je me mettais à composer, puis après ça, je lisais ça à ma blonde. Puis là, elle disait « Ah, c'est bien beau, ça. » Puis là, de temps en temps, je me disais « Coudonc, faudrait bien que je me réessaye une bonne fois. » Puis là, c'est arrivé... Comme ça, un peu par hasard que le... Oui, comment le lien s'est fait entre... Hey, moi, je connais bien la vie d'Eudore parce que j'ai été là à différentes étapes de sa vie, à travers vos actions sur le terrain. Puis le décider d'en faire une saga, puis de romancer toute sa vie. Bien, d'abord, 2 choses. D'abord, j'ai ouvert la porte en écrivant un livre sur la Mongolie. En 2019, je suis allé en Mongolie. Vous avez recommencé à écrire? Oui, déjà. Donc là, ça permettait ça. Deuxièmement, mettons, il y a 2 ans environ, un de mes amis, Gaëtan Long, qui est dans Mémoire vivante de Charlevoix, m'appelle, il dit « Charles, il dit, j'ai fait des entrevues avec Eudore, etc. » Il dit « Il y a tellement de choses à compter, etc. » Il dit « Moi, il dit, ce bonhomme-là, il dit, c'est une légende vivante de Charlevoix. » Là, tu connais Gaëtan, là, il en met. Fait que là, il dit « Charles, il dit, je trouve qu'il faudrait écrire une légende pour Eudore. » Puis j'avais pensé à toi. Mais c'était juste comme ça, là, parce que moi, il n'avait pas lu mon livre sur la Mongolie, là. Sauf que là, OK, fait que moi, je prends la balle au bon, je suis Puis là, au début, je savais pas trop, là, j'étais comme piqué un peu, mais je n'étais pas encore dedans, là. Mais ça a pris, mettons, quelques semaines pour là que j'embarque, mais là, complètement, j'étais complètement... Parce que ce que vous transmettez dans le livre, c'est votre amour de la montagne. On le voit vraiment dans vos descriptions, dans les différents lieux et tout ça. Et aussi, vous transmettez votre connaissance du lieu également. Et là aussi, vous vous rapprochez d'Eudore, qui, lui, l'a arpenté à pied, là, ces mêmes lieux. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'Eudore, parmi ses ancêtres, beaucoup de ses ancêtres sont reliés au parc des Grands Jardins, qu'on appelait à l'époque le parc des Laurentides. Oui. Le parc des Laurentides a été créé en 1890. Le premier inspecteur général du parc des Laurentides, c'était le grand-oncle d'Eudore, qui s'appelait Thomas Fortin. Le frère de Thomas, c'était Alfredise, le grand-père d'Eudore. Bien, mon livre, il n'arrête pas de parler d'Alfredise. Il en parle. Oui. Qui est un modèle pour lui dans sa jeunesse. Puis Alfredise a travaillé toute sa vie dans les Grands Jardins. Le père d'Eudore a travaillé toute sa vie également dans les Grands Jardins. Fait qu'Eudore, il est relié avec ça. Il passait ses étés continuellement dans les Grands Jardins, là, au lac Sainte-Anne, puis ailleurs. Puis moi, en faisant des recherches sur Eudore, puis sur la généalogie, etc., j'ai fouillé l'histoire du parc des Laurentides. Puis je me suis rendu compte
qu'il y a des choses absolument incroyables. Puis on n'aura pas le temps d'en traiter aujourd'hui. Mais parlons d'une, entre autres. Là. Oui. Il y a la fameuse légende de la noyée. Oui. Puis il y a maintenant, c'est une montagne maintenant que l'on appelle la noyée. C'est bien ça? Montagne. Très belle montagne. C'est quoi cette... Pouvez-vous nous expliquer? Je vais en profiter parce que je sais que vous le présentez dans votre livre. Là. C'est quoi la légende de la noyée? Oui. Ben, dans mon livre, finalement, c'est un soir. Les travailleurs ont travaillé toute la journée, ils ont la difficulté. Puis souvent, il n'y avait rien à faire. Fait que souvent, les compagnies forestières, ils engageaient quelqu'un qui contait des histoires le soir. Fait que là, c'est notre conteur qui arrive et qui compte l'histoire de la noyée. Puis l'histoire de la noyée, en résumé, grosso modo, c'est que dans ces années-là, 1890, avant que le parc des Laurentides soit créé, justement, il y avait des gens riches et célèbres qui venaient à Pointe-au-Pic. Ils arrivaient par bateau. Donc, toute l'époque des bateaux blancs, etc., qu'on connaît, le boulevard des Falaises, les grandes villas, etc. Puis parmi ceux-là, il y avait le fameux Vous étiez non William seulement Blake. des villégiateurs, puis vous le dites bien dans votre livre, mais ils se comportaient comme des propriétaires sur le territoire également, parce que c'était des clubs privés, puis il n'était pas question que, entre guillemets, les locaux partagent les ressources qu'on trouvait sur le territoire. Vous le nommez bien, ça. Exactement. Donc, ces riches Américains ou autres étrangers étaient ici. Oui. Puis là, les gens de Charlevoix, eux, avant que le parc soit créé, les gens allaient. Puis c'était pas du braconnage comme tel. On tuait un orignal, on ramassait des lièvres, des trucs, mais c'était pour nourrir notre famille. On n'en faisait pas un commerce, etc., finalement. Puis il y avait les montagnais qui fréquentaient ce territoire-là. Puis souvent, les montagnais, c'est eux qui avaient appris, comme le grand-oncle d'Eudore, Thomas Fortin, Alfrédier, son grand-père. Ces gens-là avaient appris des montagnais. Là. Quand le parc se crée, les montagnais sont dehors, les gens de Charlevoix sont dehors. Fait que là, qu'est-ce qui se passe finalement? Bien, il y a des gens de Pointe-au-Pic, dont William Blake, qui ont contribué à la création du parc. Puis, bien, dans mon histoire si à la noyée, oui. À la noyée. Donc, il y a des riches, on dit des Américains, mais il y a des riches étrangers qui profitent de notre territoire. De notre territoire, qui sont à Pointe-au-Pic, qui découvrent l'arrière-pays giboyeux avec des truites de 5, 8 livres, etc., autour de la rivière Malbaie, dans le secteur des Grands Jardins. Et ils vont faire un tour là-bas. Ils vont engager Thomas Fortin pour devenir gardien de leur petit club. Puis eux autres vont travailler fort pour l'établissement d'un parc. Donc là, il va y avoir des gens qui vont venir, puis une belle dame qui va venir, puis qui va aller descendre en canot. Puis à un moment donné, les rapides sont trop forts, etc. Elle crie, puis là, quelqu'un vient la sauver. C'est un Indien, un montagnais qui, justement, comme ceux d'autrefois, habitait dans le coin. Puis lui avait commencé à sentir la présence des anglophones, etc., des gens, des clubs privés qui venaient de temps en temps. Puis il disait, je passerai plus par là, je vais aller ailleurs, etc. Donc là, il rentre en contact avec la belle dame que j'ai appelée Blanche, tout simplement. Et puis là, ils vont passer la journée ensemble, etc. Puis le soir, quand il revient, bien là, il la ramène en canot, doucement. Puis là, il va voir son père. Il voit une Elle revient avec un montagnais en canot. Oui, puis lui, il est insulté de tout ça. Puis lui, par la suite, c'est ça un peu dans mon histoire, lui, il va être parmi le petit groupe d'anglophones qui va contribuer à la création du Parc des Laurentides, qui va chasser les montagnais. C'est comme si, en faisant ça, bien, il s'assurait que... Protège sa fille. Oui, justement. Mais en même temps, il chassait les gens de Charlevoix, tu sais, là. Puis c'est ça qui devenait un peu injuste à quelque part. Donc, l'Indien puis la Belle Blanche vont se rencontrer pendant quelques semaines, etc. Puis à la fin de l'été, bien, finalement, son père va vraiment lui interdire de se fréquenter, etc. Puis... à ce qu'on dit, on a retrouvé son canot sur un lac perché près d'une montagne, entre autres la montagne du lac à Tonnerre qu'on appelle. Parce qu'au pied de la montagne qui existe maintenant, là, il y a une montagne maintenant qui s'appelle la Noyée. D'ailleurs, de chez nous, on la voit très bien. De Saint-Aimé, on la voit bien. De Notre-Dame, on a une vue fantastique. Bien, au pied de la Noyée, il y a un lac qui s'appelle le lac à Tonnerre. Puis, c'est là qu'on a retrouvé le canot. Oui, c'est ça. Puis l'Indien... on ne l'a jamais revu, finalement. L'Indien a continué à hanter un peu ces montagnes-là. Puis, un peu, la légende est arrivée parce que là, les gens s'en sont parlé. La légende de la noyée. Oui, la légende est arrivée comme ça. Tout au long du livre, vous entrez là, dans la version romancée où
Eudore a une vie spirituelle assez intense, Oui. en communication avec les esprits Oui. de la forêt, tout Oui. ça. Il y a une phrase qui m'a touché, puis j'aimerais vous entendre Oui. un paragraphe qui m'a touché. Oui. On parle d'Eudore. On dit « Il savait désormais intuitivement qu'il pouvait toujours avoir accès à un bassin considérable d'énergie en lavant les parcelles de son ego dans le ruisseau d'une nature préservée et protégée. » Oui. Je voudrais vous entendre là-dessus. On puise une énergie en lavant notre ego? Tout à fait. Tout à fait. Parce Racontez-moi. Moi, je vous dirais, on est dans la vie moderne, OK? On est tous les deux, on se rencontre ce matin, etc. Puis juste avant l'entrevue, vous me disiez à quel point, finalement, les réseaux sociaux ont changé, etc. Vous avez même un jeune ici qui travaille dans ce sens-là, etc. Oui, les choses évoluent. Oui, les choses évoluent. Puis moi, je me souviens, quand j'allais au cégep, il y avait un cours que j'avais suivi qui s'appelait « Pour comprendre les médias ». Puis, dans ça, il nous disait, grosso modo, c'était Marshall McLuhan, puis le médium et le message. Puis moi, pendant longtemps, je m'étais posé la question à savoir, mais c'est quoi cette histoire-là de médium qui est le message? Puis là, je me rends compte que en écrivant un livre, finalement, moi, j'ai été comme inspiré par... À chaque jour, j'essayais de me plonger dans ça, puis essayer d'être inspiré par ça. Puis, comment je veux dire bien ça? La façon qu'on a de transmettre des choses... moi, j'ai essayé de me dépouiller de d'autres éléments pour vraiment faire en sorte que je puisse, à travers mon livre, transmettre des choses sans que mon ego soit toujours présent. Vous savez, aujourd'hui, on n'arrête pas de se prendre des photos. Il y a même des espèces pour se prendre des photos, des égaux-portraits, etc. Puis on se trouve beau, puis on se trouve Alors fin. que votre exercice d'auteur, c'était l'inverse. Oui. C'était de s'effacer derrière l'histoire, donc laver son ego. Oui. Et ça vous procurait de l'énergie? Oui, puis je vous dirais que Charlevoix a cette capacité-là, moi, je trouve. C'est une région qui nous force à nous dépouiller de notre ego, si on veut bien être touché. Oui, parce que monter une montagne, c'est pas facile. C'est pas facile. Je le dis comme ça, physiquement, on se pense. Juste de ce côté-là, il y a bien sûr l'esprit, tout le côté mental, mais il faut être humble face à la montagne. Il faut boire de l'eau, etc. On revient à nos besoins de base, etc. Puis c'est comme si à ce moment-là, il y a une partie de notre ego, à mesure qu'on marche, là, qui est dissous. Puis ça fait du bien d'avoir un moins gros ego, je vous dirais. Moi, en terminant, oui, c'est recommandé. Oui. En terminant, vous avez donc écrit, vous êtes inspiré de la chronologie de la vie d'Eudore pour tisser une histoire romancée, mais qui témoigne aussi de la vie des gens de cette époque, puis du cheminement qui a été fait. Il y a là-dedans également un appel à l'esprit sacré de la montagne qui peut prendre différentes formes. Vous, c'est à la fois le montagnais qui a disparu avec la noyée et qui s'est transformé peut-être en corbeau. Et ça, c'est mon interprétation. Oui. Le corbeau qui suit Eudore tout au long de ses pérégrinations. Donc, il est bien là. Oui. En terminant, ma question, c'est le titre que vous avez choisi. Vous avez choisi de le mettre à l'imparfait. Nous habitions la terre sacrée. Oui. Elle n'est plus sacrée, cette terre? Elle va continuer à l'être dans la mesure où on va trouver que ça vaut la peine de s'en charger. C'est là, maintenant, Charlevoix attire énormément de monde. Il y a jusqu'à 1 million de personnes qui viennent ici par année. Oui. Un peu grâce à vous, hein, vous le savez? Parce que vous avez développé des parcs, vous avez contribué à développer de l'attrait. Oui, mais il faut faire maintenant, on s'en rend compte, développer un tourisme responsable. Là. Puis à un moment donné, c'est beau d'avoir des gens, mais on ne peut pas être 1 million sur la même montagne puis trouver ça aussi beau. Là. Il faut mettre à un moment donné le pied sur le frein. Puis ce titre-là, ça arrive, je ne veux pas voler le punch, mais ça arrive à la fin du livre. Quand Eudore, il envoie un message quasiment, et il va conduire un camion, il va prendre le fossé, etc. Puis là, je le sais, c'est moi qui est allé le chercher, c'est moi qui ai trouvé Eudore cette journée-là. Là. Puis quand je suis arrivé, je vais vous le dire franchement, je pensais qu'il était mort. Il avait la tête sur le côté comme ça, puis il bougeait plus, là. Fait que là, moi, c'est ça que...
que je représente dans mon lit. Puis là, quand il dort, il me dit, je suis parti pendant 5-10 minutes, il dit, j'étais comme un peu endormi, tout ça. Bien, moi, ce que j'imagine à ce moment-là, c'est qu'il rencontre son ami l'Indien, le montagnais. Yati. Puis là, Yati, il va dire, nous habitions, écoute, Eudore, nous, là, quand on était là, nous habitions la terre sacrée. Vous autres, qu'est-ce que vous allez en faire? Donc, c'est comme un peu, c'est l'imparfait, mais en même temps, c'est comme un message qui nous est transmis au lecteur. Qu'est-ce qu'on va faire de ce Charlevoix-là, de ce Charlevoix-là qui peut être pris par des promoteurs qui veulent faire de l'argent, mais qui peut aussi être protégé par des gens qui l'aiment, là. Alors, souhaitons que votre livre, Nous habitions la terre sacrée, la saga en 2 d'or, nous donne des vocations et des volontés à de plus en plus de gens de protéger notre territoire. Oui. Charles Roberge, je vous remercie pour cet entretien. Merci.